Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, LVMH taille patron, le groupe de luxe impressionne à nouveau avec sa croissance organique trimestrielle qui a été publiée hier soir et dont les effets se font ressentir aujourd'hui sur le marché parisien. LVMH en vedette donc avec une croissance organique qui dépasse très largement les attentes du consensus pour le premier trimestre à 17% pour l'ensemble du groupe, 18% même pour la division mode et maroquinerie qui regroupe les marques phares Louis Vuitton et Christian Dior. Et pour cette division mode et maroquinerie, la croissance en Chine est d'environ 20% selon les mots employés par le directeur financier du groupe Louis Vuitton, Moet Hennessy, qui commentait donc ces résultats aujourd'hui avec les analystes. Le titre s'envole de plus de 4%, marque de nouveaux records historiques, entraîne dans son sillage l'ensemble du compartiment du luxe à Paris avec des dossiers emblématiques comme Hermès, L'Oréal ou encore Kering qui suivent le mouvement et qui amènent le CAC 40 à de nouveaux records historiques. Le CAC est allé chercher 7481 points précisément au cours de cette séance. Un CAC 40 qui se distingue à nouveau par rapport aux autres indices européens et mondiaux. Le CAC 40 qui fait partie toujours des grands indices mondiaux qui signent la meilleure performance depuis le début de l'année. Une performance de plus de 15% et une séance avec une hausse encore de 1% et plus pour le CAC 40. 7475 points au moment où on se parle. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. L'autre mouvement qu'on peut signaler sur les marché du côté des devises cette fois, c'est l'affaiblissement du dollar dans le sillage d'une inflation qui n'appelle peut-être plus autant de hausses de taux que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Entre l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production publié aujourd'hui, le marché semble imaginer que la Fed délivrera en mai prochain sa dernière hausse de taux dans ce cycle. Quand pour la Banque Centrale Européenne, il semble qu'il y a encore un peu plus de chemin à rattraper en matière de normalisation et de durcissement de la politique monétaire. Ainsi, ce différentiel porte l'euro-dollar au-delà de 1,10 pour la première fois depuis un an environ. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur une thématique naissante dans les marchés, la thématique du bien-être animal, notamment tournée vers les animaux de compagnie. C'est une thématique dont nous parlerons avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché. Comme chaque soir avec vous, Alix Nguyen en direct à 17h. Quatrième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui est quasiment mis sur orbite par le secteur du luxe avec de nouveaux records à la clé. Oui, plus particulièrement grâce à LVMH dont le titre bondit grâce à la publication hier d'une croissance organique de son chiffre d'affaires bien supérieure aux attentes. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires ressort à 21 milliards d'euros et ce, notamment grâce à la Chine. On retient surtout le dynamisme de la branche mode et maroquinerie, autrement dit celle de Louis Vuitton, avec une progression de 18%. L'indice Stoxx 600 associé au luxe connaît la meilleure performance sectorielle. À Paris, le titre d'Hermès est en très forte hausse. Hermès dont on attend les résultats vendredi. Kering grimpe fortement aussi. Et puis sur le plan macroéconomique, on retiendra, après l'indice des prix à la consommation, la publication de l'indice des prix à la production pour le mois de mars, Alix, avec une baisse inattendue. D'après le département du travail, l'indice s'est contracté de 0,5% par rapport à février, soit une décélération à 2,7% sur un an. Hors alimentation et énergie, les prix ont là aussi diminué de 0,1% sur un mois. Sur un an, ils ont, comme prévu, augmenté
l'activité de 3,4%. Toujours aux États-Unis, la semaine du 8 avril, les inscriptions au chômage se sont établies à 239 000. C'est plus qu'anticipé. Plus près de nous, d'après Eurostat, les chiffres de la production industrielle dans la zone euro ont été meilleurs que prévu en février, en hausse d'1,5% d'un mois sur l'autre et de 2% sur un an. Une hausse due pour l'essentiel à l'augmentation de la production des biens d'équipement et des biens de consommation non durable. Et puis à noter que ce matin, l'Office fédéral de la statistique a confirmé que la hausse des prix à la consommation en février en Allemagne était ressortie à 7,4% sur un an et 7,8% hors alimentation et énergie. Demain, l'agenda sera chargé. Côté entreprise, on attend les publications des banques américaines Citibank, Wells Fargo et JP Morgan Chase, mais aussi First Republic Bank. En Europe, il n'y aura donc qu'une seule entité du CAC, Hermès. Côté indicateur, il y aura les ventes au détail et la production industrielle de mars aux États-Unis. Et puis les stocks des entreprises en février et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Zakaria Darwish d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management et Jean-Jacques Friedman qui complète ce tableau ce soir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Directeur des investissements de Vega IM. Il faut qu'on parle de LVMH comme souvent tous les 3 ou 6 mois pour s'arrêter un instant sur la publication à nouveau extraordinaire en matière de croissance organique qui a été délivrée par le numéro 1 mondial du luxe, Jean-Jacques. Bon, dans la maison Vega IM, on connaît bien ce secteur, on connaît bien ce genre de groupe. Je ne sais même plus quelles sont les questions qu'on peut poser. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux chez LVMH que ce qui a été publié pour ce premier trimestre ? Qui n'est pas l'effet volume, là. Ce qui est bien, c'est qu'elle est fait à la fois prix. C'est leur force, quoi. Déjà, toutes les entreprises en ce moment, enfin, l'année dernière plutôt, avaient un pricing power fort. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura une discrimination entre certains secteurs qui ont réellement un pricing power comme le luxe et Hermès, j'allais dire. Oui, Peut-être Kering, c'est peut-être un petit peu différent quand même, avec une marque comme Gucci qui n'est pas établie de la même manière, mais ces deux entreprises ont vraiment un pricing power fort. Quand il y a une réouverture chinoise et que vient se rajouter l'effet volume, on a des chiffres exceptionnels. Alors, c'est bien que ça ouvre le bal parce que je pense que le marché va focaliser pendant quelques semaines sur l'aspect entreprise et un peu moins raisonner en termes de décélération de croissance. Donc, ça ouvre encore quelques semaines, je pense, plutôt positif pour le marché grâce à LVMH. Mais j'ai l'impression que chaque trimestre, comme vous l'indiquiez, Ça fait 10 ans que c'est la même histoire. Voilà. Mais c'est sky is the limit. C'est-à-dire que pour un secteur comme le luxe, évidemment, quand on pense pricing power, structurel, c'est le secteur que tout le monde a forcément en tête. Il n'y a pas de limite à ça. Enfin, comment on peut entretenir ce pricing power en permanence qui permet, en 2021, en 2022, en 2023, à LVMH de monter le prix de ses produits? Oui, c'est une démographie, une polarisation aussi entre le bas de gamme et le luxe. Enfin, il y a vraiment comme ça les tendances de long terme. Le risque qui peut exister avec des notions de controverse, par exemple. Là, je pense qu'il faut être très vigilant. Tout à l'heure, il y avait la maroquinerie qui était citée. Il peut y avoir des éléments de controverse importants. Alors, je crois qu'ils savent bien les gérer, mais il faut être très prudent par rapport à ça. Et puis, il peut y avoir des tendances sociétales qui, à un moment donné, peuvent changer. Ça, j'y crois moins. Mais peut-être aussi, notamment sur la Chine, on était surpris finalement qu'en Asie ne se créent pas des modèles comme le Japon aurait pu en créer, d'une espèce de luxe finalement cosmétique ou autre. Voilà. Et ça, je pense, c'est des tendances qui peuvent, à un moment donné, peut-être perturber cette ascension. C'est vrai que on a le sentiment quand même confusément que c'est pas la même chose de dominer le secteur de la technologie avec tout ce qui est nécessaire et cette masse de gens extrêmement intelligents. Et puis malgré tout, le secteur du luxe, où il a aussi magnifiquement surfé sur une tendance. Mais oui. C'est pas les mêmes barrières à l'entrée, vous dites? Non, ce ne sont pas les mêmes barrières à l'entrée. Alors, il y a des barrières à l'entrée fortes dans le sens de la marque. On cite toujours l'exemple que je confectionnerais moi dans ma cave un petit sac Hermès. Je vendrais 10 fois moins cher avec le même cuir, etc. Mais oui. Mais oui.
Oui, Donc, c'est des marques qui vraiment... ont des dizaines et parfois plus d'années d'histoire derrière elles. Oui, mais on reconstitue aussi l'histoire parfois. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas toujours conscientes de l'histoire qu'elles ont. Et des fois, il y a des experts justement d'Hermès qui viennent racheter finalement des vieux sacs, des façons de confectionner et aussi de recréer cette histoire et ce mythe. Quoi. Donc, préserver la substance de la marque. Quoi. Oui. Donc, et Hermès le fait encore à un stade plus important, mais il reconstitue aussi un petit peu l'histoire parfois. Sur l'évolution des tendances sociétales, j'imagine que ce sont des groupes qui sont très aguerris à surveiller tout ce qui peut se passer, y compris peut-être dans les domaines les plus pointus. Les outils digitaux sont là aujourd'hui pour les aider. Pour autant... Le changement peut venir comme ça, d'un moment ou un autre, sans que ce soit forcément prévisible. C'est le signe noir à gérer à un moment donné qui peut survenir. Oui, je pense que, par exemple, le Covid aurait pu en être un. Dire de moins de contacts, voilà. Donc, je ne suis pas personnellement, mais voilà, on a pu voir que dans des cosmétiques, finalement, il peut y avoir des cosmétiques pour moins se rencontrer, mais pour faire des selfies. Alors, pour ma génération, ça paraît burlesque, mais voilà, il y a ces éléments-là. Donc, oui, je pense que sur l'événementiel, il y a vraiment une notion comme ça extrêmement importante que tout se transforme en événements. Et là, sur les événements, là aussi, ils peuvent avoir changé de nature par rapport à des événements qui aujourd'hui ne seraient plus jugés opportuns, trop grands, trop démesurés, etc. Donc je pense que oui, il y a toujours une gestion extrêmement fine de tout ça. Quand on essaye de garder la tête froide en tant qu'investisseur et quand on gère aussi un risque, un rendement risque, à partir de quand c'est trop cher, ce genre de société ? Je crois qu'il faut revenir à la notion de multiples et de potentiel quand même d'appréciation qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que nous, sur des dossiers, alors on cite LVMH, mais on était très naturellement sur des dossiers comme Dassault Systèmes, par exemple. Oui. Dossiers sur lesquels c'est le même profil boursier, on va dire. Oui, on trouvait qu'ils étaient assez chers en Europe et par rapport à la décote qu'il y avait aux États-Unis, on préférait la croissance tech, justement américaine, qui avait vraiment décoté à beaucoup de dossiers de croissance. Et même si on est un gérant croissance, cette année, on rentrait sur des dossiers traditionnellement plus cycliques, tout du moins en début d'année. Aujourd'hui, comme il reste peut-être quelques pourcents à gagner, on est plutôt dans diversifier finalement les notions de style, mais on n'allait pas forcément... On sortait vraiment du défensif avec une notion un peu plus value en Europe et on préférait beaucoup de dossiers croissance aux États-Unis par rapport à ce qu'on rencontrait en Europe malgré tout. Ouais. Bertrand, c'est pas forcément votre univers naturel d'investissement, LVMH, Hermès, le luxe, vous avez plutôt une approche value. Malgré tout, LVMH, c'est la première capi européenne dans le secteur du luxe, de la consommation discrétionnaire, avec une exposition évidemment à la réouverture chinoise. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous apprend peut-être de la situation du moment ? Je pense qu'on a peut-être sous-estimé effectivement l'ampleur du rebond en Chine, du rattrapage en tout cas de consommation. Donc ça peut toucher d'autres sociétés. Donc ça peut être intéressant dans cette perspective-là de regarder un petit peu quelles sont les attentes sur les sociétés liées à la consommation chinoise et de voir donc, dans quel cas potentiellement il peut y avoir une opportunité en tout cas à court terme. Après, il dit en Chine ça se passe bien sans excès. Voilà. C'était le qualifié. C'est 20%. Donc, sans excès, c'est 20%. Donc, s'il y avait un excès, on se demande. Bon, effectivement, combien ce serait. Après, voilà, c'est toujours pareil. Si on revient sur un point plus fondamental, c'est vrai que là où ils sont très forts, c'est de réussir à vendre en volume des choses avec un prix qui n'arrête pas de monter, qui aujourd'hui, objectivement, représente dans l'absolu à plus de 1 000 € certains sacs qui ne sont même pas en cuir. C'est magnifique. Donc, c'est un investissement dans la marque qui a vraiment payé. Mais il y a, la théorie en tout cas nous dit qu'à un moment donné, les gens vont peut-être se réveiller en se disant on a tous le même sac, on le paye très cher. Le luxe, c'est aussi de se différencier. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir normalement sur le luxe un mass market. Donc des volumes et des prix. Mais c'est vrai que défie la gravité et depuis plusieurs années, ils réussissent à afficher les deux. Donc bravo à eux. Après, effectivement, pour une gestion value à 27 fois de profit, c'est ininvestissable. Alors, après, certains diront, par rapport à Hermès, qui est à 56 fois, c'est sans doute pas cher. Bon, c'est plus cher que Kering, effectivement. Donc, pour le coup, il y a une vraie différence de stratégie entre un groupe comme LVMH et Hermès. Hermès, monoproduit, où là, pour le coup, c'est quand même pas du mass market, par rapport à LVMH, avec beaucoup de divisions. Ça va de la cosmétique et de la distribution sélective Sephora à des produits alors qui vont atteindre l'ultra luxe évidemment, mais comme vous dites, Louis Vuitton ou Dior, c'est beaucoup de
entre guillemets, petits achats, de petits accessoires ou de petites pièces Ce que je veux dire, c'est que qui tout sont le secteur, si on regarde massifiés. Sur 10 ans, tout le secteur a monté. LVMH, c'était un titre qui traitait entre 18 et 20 fois, qui aujourd'hui traite entre 25 et 28 fois. Hermès traitait à 30-35 fois, il traite à 55-60 fois. Donc il y a eu tout est remonté. Est-ce qu'on a eu vraiment une accélération avec l'ouverture de la Chine, la création d'une classe moyenne en Chine qui veut s'acheter effectivement des objets de luxe? Il y a eu une certaine accélération, mais est-ce que ça justifie structurellement ce re-rating, donc cette hausse des multiples aussi importante? Bon, je me pose la question. Enfin, en tout cas, encore une fois, je suis gestionnaire value, donc c'est pas vraiment mon. Voilà, aujourd'hui, je peux acheter du BNP à 6 fois, du Stellantis à 3 fois, du Total à 6 fois, avec un dividende quasiment à 2 chiffres. Donc voilà, pour moi, la question ne se pose même pas. Après, c'est une vraie réussite. Voilà. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et sur la consommation en Chine, en dehors d'un secteur comme le luxe, quel autre type de secteur est-ce qu'on va regarder justement de ce point de vue-là ? Il y a un élément très intéressant qu'il faut noter, c'est que la Chine n'est pas encore touchée par l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation en Chine, elle est quand même largement sous contrôle. Donc c'est vrai que les ménages aujourd'hui ne sont pas en train de faire des arbitrages et sont plus dans le rattrapage effectivement de cette consommation qui a été malheureusement impactée par la politique de zéro Covid et de confinement. Donc si à un moment donné, et ça paraît quand même assez inéluctable, puisque en termes d'énergie par exemple et d'importation de pétrole et de gaz, la Chine importe plus qu'ils ne produisent, donc ils ont besoin. Donc l'augmentation, la tension sur les prix mondiaux, notamment du pétrole en ce moment, sans doute du gaz dans 2-3 mois, on pourra en discuter, pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages chinois, qui aurait un impact sur des secteurs de consommation, en particulier sur le luxe. Voilà. Et donc c'est vrai que là, il va falloir essayer de réfléchir en disant qu'est-ce qui est encore rattrapage potentiel ? Est-ce qu'on n'a pas vu l'essentiel du rattrapage au premier trimestre ? Et donc il y a un risque, si justement ces tensions inflationnistes elles arrivent en Chine, sur le consommateur chinois, ou est-ce qu'il y a encore une partie de ce rattrapage sur les trimestres à venir qui compensera en partie cette tension sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment la question aujourd'hui. Zakaria, je ne sais pas quels sont les commentaires, mais je me disais, si on prend l'angle peut-être crédit pour un groupe comme LVMH, ça fait partie de ces groupes qui empruntent moins cher que l'État français, par exemple, aujourd'hui, sur les marchés. Oui. Non, mais juste... toujours intéressant à rappeler aussi qu'il y a des groupes... Oui, il faut rappeler que dans le spectre du crédit, il y a certaines entreprises qui vont être beaucoup liées au souverain. Ouais. Par exemple, si vous prenez l'exemple des banques est assez saisissant, parce que dans le bilan des banques, il y a beaucoup de dettes d'État. Donc, il y a ce lien-là. Et qu'il y a une forme de garantie implicite, on va dire. Tout à fait. En cas de problème, donc, on a toujours en tête que l'État pourra être là pour sauver un secteur bancaire. Voilà. Ce ne serait pas le cas pour LVMH, j'imagine. Non, voilà. Mais voilà. Et du coup, il y a aussi les participations de l'État qui peuvent aussi jouer. Mais en fait, quand on a une entreprise qui est relativement indépendante de l'État, ça va être vraiment la pure qualité du crédit. Et effectivement, c'est un profil... Globalement, tout le secteur du luxe a un profil qui est assez solide. C'est considéré comme une valeur défensive d'un point de vue du crédit et ça se reflète sur les spreads de crédit qui sont extrêmement faibles. Et on parlera de stratégie d'investissement, mais oui, du point de vue crédit, ce sont des émetteurs qu'on retrouve dans des stratégies obligataires. Enfin, ça a de l'intérêt d'avoir du bonds LVMH ou Kering ou Hermès. Je ne sais pas s'ils émettent beaucoup d'ailleurs, ces groupes-là. Un, ils émettent rarement. Ouais. Et deux, en fait, on va les retrouver surtout dans des stratégies de couverture de passifs. C'est-à-dire si vous avez des passifs à couvrir, tels qu'un assureur, en fait, dans la diversification du passif, vous allez pouvoir retrouver ce type de signatures qui sont de très très bonne qualité. Et du coup, ça permet de diversifier les actifs que l'on détient, accentuer la liquidité. Ça a différentes vertus dans une allocation globale d'actifs. On sait qu'on n'y va pas pour le prix. Non. J'imagine que c'est la même logique d'un point de vue action, mais on y va pour la qualité, pour le côté défensif sur la partie crédit. Globalement, cette saison de résultats qui commence, qu'est-ce qui va vous intéresser ? Il y a la question des marges, évidemment, avec en plus un sujet macro-monétaire sur la question de la spirale prix-profit, la montée continue de l'inflation. Alors, on l'a constaté a posteriori, effectivement, a été très bénéfique pour l'expansion des marges des entreprises. C'est ce qu'on constate depuis un an. Est-ce que dans un processus désinflationniste, plus ou moins marqué aux États-Unis, en Europe,
Europe, est-ce qu'il faut s'attendre maintenant à ce que effectivement les marges se compriment? Ce sont même dans le dernier stade les marges des entreprises qui expliquent l'inflation. C'est même presque dans ce sens-là. Mais bien sûr. C'est à la fois la hausse des salaires et les marges qui sont les derniers éléments. La volonté de reconstituer, d'augmenter ces marges qui explique la résilience de l'inflation qu'on observe ces derniers. Le mouvement sur l'inflation, je pense que les économistes l'ont bien... Enfin, je crois que le consensus a bien fonctionné. C'est-à-dire que vraiment, il y avait l'idée que l'inflation passerait facilement de 9 à 3 et qu'après, on ne savait pas. Et on est vraiment dans ce mouvement-là, avec les effets psychologiques que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, on voit bien que le dernier stade, c'est ce stade autour des salaires. Est-ce que ça peut diminuer? Est-ce que ça peut abaisser les marges? Je pense que c'est à la fois ambivalent, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui est bon pour les marchés et négatif. Je pense que d'abord, l'aspect positif pour les marchés jouera avant peut-être l'aspect négatif. C'est-à-dire que le fait que ça cale peut-être un petit peu sur des chiffres, on a vu tout à l'heure les chiffres sur après la les production, chômage, voilà, etc. Je pense que cet élément-là, les inscriptions au chômage, ce premier élément-là sera peut-être perçu positivement avant que l'élément négatif qui serait que, bien finalement, avec moins de possibilités de passer des hausses de prix dans certains secteurs, et donc par définition, il y aura moins de résultats d'entreprise. Ça, c'est peut-être dans un deuxième temps parce que l'aspect récession, on en a tellement entendu parler que finalement le marché le reporte. Donc, je pense que dans un premier temps, le marché se concentre plutôt sur l'aspect positif. Un refroidissement positif, attendu et perçu comme étant positif dans la séquence que les banques centrales recherchent. Oui, mais là encore, je dirais presque que c'était inscrit dans quelque chose, parce que le marché a parfois oscillé dans le plus et dans le moins, mais finalement l'idée qu'il y aurait des hausses de taux jusqu'en mai, ensuite une stabilisation assez longue, parce qu'il faut vraiment combattre cet élément-là. C'est-à-dire que la Fed, elle a un peu accompagné le mouvement, elle n'a pas vraiment provoqué finalement la décrue de l'inflation. Elle a beaucoup parlé, elle a monté ses taux pour que le phénomène naturel sur la réouverture avec la Chine et donc les biens industriels rebaisse, pour que l'effet de base avec le pétrole puisse refonctionner. Voilà, elle a beaucoup parlé, elle a eu raison pour que les investisseurs crantent le fait qu'il y aurait une décrue possible et qu'on ne parte pas un petit peu dans le décor. Donc ça, elle l'a bien joué, mais elle n'a pas réellement provoqué ce mouvement de baisse. Oui. Et pour les marges, pour les marges, je pense que... ce qui est intéressant et ce qui peut encore faire tenir le marché quelque temps, c'est que, les résultats ont cru de 20% l'année dernière. Donc cette année, c'était plutôt, les marges vont baisser. C'était assez consensuel. Et finalement, à la fois, on voit plutôt une croissance un peu en bosse et qui diminue à partir du second semestre, autant par un effet de base, on voit plutôt des marges des entreprises se tenir. Donc tant que le marché pense à ça, eh bien, il y aura plutôt l'aspect positif en disant le dernier élément qui était par exemple sur les loyers, qui devrait quand même diminuer aux États-Unis avec la baisse de l'immobilier ou les salaires, sera plutôt perçu. Donc nous, autant on jouait un range, on avait tendance, la première fois on a atteint ces niveaux-là à vendre. Ce coup-ci, on n'a pas revendu quand on a touché ces niveaux. Il semble qu'il y a peut-être encore quelques semaines positives au moment où justement les investisseurs se concentreront sur les résultats des entreprises. Bertrand, qu'est-ce qui va vous intéresser dans cette saison de publication de résultats? Quels sont les secteurs où les marges sont peut-être plus fragiles désormais? Tout le monde a profité d'un pricing power ou conjoncturel et ou structurel en 2022. Tout le monde s'attend à ce que ce phénomène s'épuise un peu et qu'on y voit peut-être un peu plus clair entre les vrais tenants du pricing power et des passagers peut-être un peu plus clandestins. Alors c'est vrai que dans les anticipations de résultats pour le premier trimestre, on a pas mal d'analystes dans le courant du mois de mars. Après, il faut se replonger dans le mois de mars avec la mini-panique qu'on a eue sur le système bancaire, le crédit crunch, est-ce que Deutsche Bank va sauter derrière tout le système bancaire? Bon, donc les analystes ont pris peur, donc quels que soient les secteurs. Ils ont révisé quand même fortement à la baisse pour certains. Je vais prendre un exemple derrière, ce qui est assez intéressant. Ils ont révisé pour certains fortement à la baisse leurs attentes. Et vous avez donc des sociétés qui se mettent à être obligées quasiment de préannoncer des résultats en disant tellement qu'ils sont en inadéquation avec ce qui est attendu. Tellement Volvo, les attentes ont été abaissées. Voilà, Volvo, il y a 2 jours, oui, c'est vrai, qui est à 45% au-dessus des attentes. Vous voyez,
en profitabilité, parce que justement, on disait, oulala, Volvo va y avoir un squeeze sur les marges, attention, même la demande va commencer à baisser. Bon, on n'est pas encore là. Évidemment, ces sociétés cycliques seront touchées par la récession, mais je pense que le premier trimestre, on ne va pas vraiment l'avoir dans les chiffres. Alors que, encore une fois, il y a une certaine peur sur ces titres-là. Alors, il y en a certains qui sont très chers. En général, encore une fois, les sociétés de qualité, puisqu'on est encore, après 10 ans où les investisseurs ne voulaient que des sociétés de qualité, quel que soit le multiple, il y en a encore beaucoup dans les portefeuilles. Mais et donc paradoxalement, ils ont encore ces sociétés-là, ils sont moins stressés. C'est peut-être celles-ci qui, bon, si c'est même en ligne, peut-être qu'elles vont baisser. Par contre, les sociétés de qualité plus moyenne au sein des secteurs cycliques, de notre point de vue, sont intéressantes parce que les attentes sont faibles et les multiples sont très faibles. Je citais tout à l'heure l'automobile, des multiples aussi faibles. Objectivement, faudrait vraiment qu'ils sortent 50% en dessous des attentes pour que les titres se mettent vraiment à fortement baisser. Même si on imagine que le niveau de marge Covid, du fait des goulots d'étranglement qui a permis de produire sur les lignes les plus margées, vont pas tenir à ce niveau-là éternellement. Mais la valorisation, vous dites, là, va être un rappel quand même. Voilà, je mentionnais Stellantis à 3 fois. Les Allemandes, elles sont entre 4 et 5 fois. C'est des multiples de valorisation qui, même par rapport au propre historique de secteur, sont extrêmement faibles. Donc, on anticipe déjà cette normalisation par rapport effectivement à ces effets-là. Voilà, donc c'est vrai que et sur des sociétés de qualité, on n'est pas en train de parler alors on ne dira pas de nom pour pas avoir de problème, mais on sait qu'il y a d'autres sociétés automobiles en France qui sont un peu plus fragiles. Voilà, c'est ça. Donc, on peut aller chercher au sein de la value des sociétés de qualité avec des bilans qui sont plutôt solides. Regardons toutes les sociétés pétrolières, par exemple. Les bilans n'ont jamais été aussi solides. Ils distribuent en plus. Ils ont un engagement vis-à-vis des actionnaires de distribuer une grosse partie et l'autre partie de l'investir pour la majeure partie de ce qui n'est pas distribué dans la transition énergétique. Donc il y a même une vraie histoire où on est enabler de la transition énergétique. On n'est plus à dire on va valoriser et récompenser les bons élèves de la transition énergétique. On va vraiment s'attaquer à ceux qui vont vraiment être nécessaires à cette transition. Et les énergéticiens, en particulier les pétrolières et gazières, sont extrêmement importantes là-dedans. Parce qu'elles investissent aujourd'hui en masse le plus au monde. Donc c'est vrai qu'on met tout ça bout à bout et on paye 6 fois Total. Effectivement, c'est assez intéressant. Après, là, on a le prix du pétrole, on ne sait pas où il peut aller, mais quand on regarde le prix du gaz, en tout cas, ils sont redescendus très fortement en Europe. On est autour de $12 par MMBTU, qui est la mesure. On était à 70-80 au plus fort de la crise il y a 6 mois. Il se dit quand même que si on avait un été chaud, si les niveaux des nappes phréatiques étaient trop basses et donc pas assez d'eau dans les fleuves pour refroidir les centrales nucléaires, et tels que les systèmes aujourd'hui ont été conçus, alors qu'ils auraient pu être construits autrement, mais bon, c'est un autre débat, il faut effectivement prendre de l'eau et la remettre, et si l'eau est trop chaude, on ne peut pas. Donc peut-être ralentir les centrales nucléaires à un moment où tout le monde a sa clim allumée. Donc peut-être qu'effectivement cette crise énergétique qu'on redoutait, qui en fait n'est pas arrivée en hiver, peut-être qu'on va se mettre à la redouter. Alors est-ce qu'elle arrivera, c'est une autre question, mais peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va se mettre à la redouter. Et donc des prix du gaz qui vont se remettre à monter, et des sociétés effectivement comme Total vont en bénéficier fortement. On verra. Hein. La sobriété énergétique, c'est pas juste le chauffage l'hiver. C'est ça, exactement. C'est aussi la clim l'été. Pour revenir à l'inflation avec vous, Zakaria, est-ce que la Fed a remporté la bataille ou une bataille décisive face à l'inflation ? C'est peut-être, ça va dans la bonne direction, mais c'est peut-être un peu tôt pour déclarer victoire. D'ailleurs, il ne déclare pas du tout victoire. Parce que quand on regarde, on a bien une belle baisse. Justement, on parlait de cette trajectoire du 9 au 3. On est encore quelque part au milieu. Voilà. Jean-Jacques va un peu vite, mais... Et justement, on voit qu'on cale un peu autour de 5, en particulier sur la partie. Donc, sur la partie inflation totale, on voit qu'il y a bien cette baisse-là. Il y a certains signes qui sont intéressants, plutôt positifs, surtout sur la partie inflation corps, qui est plus, à laquelle la Fed est plus sensible, et en particulier sur la partie sur les logements. On voit, en fait, on a tourné à un rythme pendant toute l'année 2022 de 0,7-0,8% par mois. Et là, pour la première fois, on a un 0,5%. Donc, ça va dans la bonne direction. Et c'est le secteur sur lequel la Fed a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Donc, sur ce côté-là, c'est plutôt positif. En même temps, en fait, on a certains aspects qui ne sont pas encore complètement établis. On voit qu'une partie de la baisse est liée à l'énergie. Mais là, comme vous voulez souligner, il y a
pas mal d'inconnus. On peut rajouter le fait que l'OPEC+ a décidé de restreindre sa production énergétique. Donc cet effet de base... C'est un petit caillou dans le scénario, ça, quand même. C'est un effet de base qui est fortement positif aujourd'hui, parce que rappelons-le, on mesure l'inflation d'année en année. Il y a un an, mars 2022, tout était au plus haut. Ouais. Donc l'effet de base est dans notre sens, mais il va avoir tendance à s'estomper assez rapidement sur la durée. Donc ça, c'est un élément de soutien qui n'est pas forcément sur la durée. Il y a le fait, si on se concentre sur les États-Unis, il y a le fait aussi sur les voitures. Les voitures anciennes, on s'attendait à en fait, on voitures d'occasion, hein. Oui, pardon. Oui, non, parce que les voitures anciennes, en français, ce serait encore autre chose, mais les voitures de case. Oui, pas les voitures de collection. Used cars. Oui, c'est ça, voilà, pas voitures de collection. Donc les voitures d'occasion sur lesquelles on voit encore des tensions réapparaître. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui sont on voit. Si vous commencez à réserver vos vacances d'été, vous allez vous rendre compte que sur le secteur des voyages, les prix explosent. Et ça, c'est un sujet que ce soit d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Donc on voit qu'il y a quand même, en fait, la bataille n'est pas complètement terminée. Là, le sujet pour la Fed, ça va être, est-ce que la croissance, justement là on fait le lien avec les marges des entreprises, est-ce que la croissance va tenir de telle façon à ce que ça lui permettent de maintenir les taux d'intérêt sur un territoire restrictif jusqu'à la fin de l'année. Quand on regarde le pricing de marché, personne n'y croit. Il y a 2 baisses de taux jusqu'à la fin de l'année, 3 si on inclut celle de janvier. Donc c'est quand même, il y a un décalage fort entre les attentes de la Fed sur cet aspect-là et les anticipations de marché. Et donc c'est là où la bataille n'est pas complètement finie. Et si on se remet à repricer le fait que la Fed va devoir maintenir ses taux d'intérêt sur une partie beaucoup plus longue, même en assurant une récession qui est relativement faible à ce stade, eh bien, ça pourrait avoir un impact marché relativement important. Comment on réfléchit à l'idée d'un credit crunch qui va s'intensifier forcément, ou en tout cas un durcissement des conditions de crédit qu'on observait déjà avant le choc SVB et les turbulences bancaires du mois de mars, qu'on observait et aux États-Unis et en Europe. Le vent avait déjà un peu tourné quand même du point de vue des conditions de crédit offertes par les banques et les grandes banques également. Ce phénomène-là va forcément, j'imagine, s'intensifier un peu depuis le mois de mars. Comment on réfléchit à cette intensification, l'ampleur que ça peut prendre, la vitesse à laquelle les ménages et les corporates pourront être affectés par le durcissement des conditions de crédit ou la raréfaction du crédit? Est-ce qu'on a déjà dans les marchés de crédit des signaux de stress qui indiqueraient que pour certains émetteurs, l'accès au crédit peut devenir un problème demain? Oui, tout à fait. En fait, il y a une bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'année 2021 a été une année où les taux d'intérêt étaient encore faibles, où les conditions de crédit étaient extrêmement positives pour les entreprises et où la majeure partie des entreprises ont reprofité pour refinancer leurs dettes sur les échéances 2023-2024. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde n'a pas fait ça. Donc ça présage dans les conditions actuelles de difficultés, de potentiel sur certains émetteurs à refinancer leurs dettes. Donc aujourd'hui, très concrètement, si vous voulez investir sur le marché du crédit, la première chose que vous regardez, c'est le mur échéance, maturité de refinancement. Ouais. Une entreprise qui n'a pas refinancé sa dette, c'est une entreprise qui aujourd'hui va se refléter sur sa prime de risque de crédit. Et du coup, en fait, ça présage d'une augmentation du taux de défaut. Il faut garder en tête, c'est qu'en fait, les taux de défaut sur la période Covid, finalement, étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on aurait pu anticiper pour une crise de cette ampleur. Parce qu'il y a eu du soutien fiscal, il y a eu du soutien monétaire. Il y a un paratonnerre général. Cette fois-ci, ce soutien-là n'existe pas. On est sur une période de resserrement monétaire, donc ça plutôt que d'être partie de la solution, ça fait plutôt partie du problème. Et sur la partie fiscale, on voit que les marges de manœuvre, on est plutôt en fait en train de revenir dans l'orthodoxie de gestion fiscale. Donc finalement, ce soutien-là, il va être beaucoup moins important aujourd'hui. Et donc ça va se traduire par des taux de défaut qui vont augmenter, quel que soit le chemin finalement de la croissance sur les prochains trimestres.
Comment vous réfléchissez là aussi, Jean-Jacques, Bertrand, au risque financier, voilà, qui a été un marqueur du mois de mars. Il y avait déjà eu des épisodes précédents, fonds de pension britannique. Je peux mettre aussi le sujet FTX, par exemple. Voilà, on a eu une succession, quand même, une séquence d'épisodes, alors qui sont restés à chaque fois jusqu'à présent assez circonscrits, avec une action très forte quand même au cours du mois de mars de la Réserve fédérale américaine pour apporter la liquidité qui était nécessaire. Est-ce que ça marque la fin d'une séquence ou est-ce qu'il faut s'habituer à une séquence, une répétition d'événements financiers devant nous qui vont accompagner la vie des marchés pendant quelques temps désormais ? Je trouve que ça marque surtout, et à chaque fois ça le rappelait, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les taux et que les banques centrales devaient justement beaucoup parler parce qu'elles ne pouvaient pas tant agir que cela, parce qu'on a des États très endettés. Et on ne savait pas d'où le problème pouvait venir. On aurait pu penser que ça venait finalement du financement d'un État. Mais à chaque fois, finalement, c'était l'occasion de rappeler qu'il y avait cette difficulté-là, que la hausse des taux avait des conséquences financières, qu'elle aurait des conséquences économiques, que ça mordrait sur l'activité. Et donc, à court terme, c'était plutôt un rappel positif. Comme le marché se focalisait sur la hausse de taux et l'inflation, c'était plutôt ce rappel-là. Par contre, à terme, ça montre bien aussi le fait que ça va vraiment mordre sur l'activité et qu'il y aura un ralentissement de la croissance. Il faut être un peu patient pour le faire, mais statistiquement, ça arrive 9 fois sur 10. Alors, il y a une fois sur 10 où ça va peut-être pas arriver, mais ça va vraiment jouer sur l'activité. Donc là, si on rassemble un peu tout, on voit que sur quelques mois, il y a encore un sentiment, on reste dans la tendance. C'est toujours difficile de prévoir le 6 mois, mais on évoquait le pétrole, ça peut en effet être un des risques majeurs sur le prix du pétrole. Le petit malaise qui... Voilà, le petit malaise qui empêche justement... Nous, on ne croit pas à une rebaisse des taux au second semestre, on ne croit pas. Parce que déjà, il faut que durablement, les banques centrales ont été tellement en retard, il faut vraiment ancrer cette décrue des salaires. Donc le temps que ça se fasse, il y a au moins tout le second semestre pour que ça puisse se faire. Et à un moment donné... Quand on sera en juin, là on comparera, c'est-à-dire qu'on aura une déflation. Finalement, si on regardait tous les prix de l'inflation, on verrait que l'inflation des matières premières, ça sera une déflation qui sera importée, ça sera à moins quelque chose. Et il restera peut-être le 4-5 des salaires, mais on aura dans le reste à moins quelque chose qui nous fera converger vers 3, en gros. Mais qu'ensuite, ça stoppera là. Et que finalement, on ne revient pas à la case départ. Non. C'est pour ça que sur l'obligataire aussi, beaucoup de gens maintenant disent qu'il faut acheter de l'obligataire, etc. Je suis un peu plus méfiant quand même, parce qu'on ne va pas revenir à la case départ. Il y a vraiment des tendances de long terme, là encore autour de l'énergie. Des plans de transition extrêmement importants. Mais ça veut dire qu'on est dans une séquence où le risque financier, va rester à un niveau élevé parce que les taux ne vont pas rebaisser. Parce que les taux ne peuvent pas revenir, vont pas recranter au niveau initial. Oui. Donc, plutôt l'idée, finalement, que les gens vont plutôt le jouer à court terme. Je pense que beaucoup de gens sont encore un peu en dehors du marché, sous-investis, courront après un peu le marché. Et je pense qu'il y a quelques semaines, quelques mois à jouer, mais on sera, je pense, plus prudent au cours du second semestre. Sur le risque financier, quels sont les points de vigilance qu'on a aujourd'hui ? La question du levier, évidemment, généralement, quand on veut suivre le risque financier, on regarde où est le levier. Alors, Bertrand, nous, on considère qu'on est dans une phase de normalisation. C'est-à-dire qu'avoir des taux qui étaient proches de zéro, des taux de financement, voire pour certains États qui étaient négatifs, ça n'avait absolument aucun sens. Bon, il y avait des raisons techniques à cela, effectivement, mais ça n'avait pas vraiment de sens économique. Donc là, on est dans cette normalisation. Donc, je veux dire, avoir des taux longs à 3 ou 4%, ce ne serait pas complètement aberrant. Je veux dire, c'est manageable, c'est dans la moyenne historique de ce qu'il y a eu sur 30, 40, 50 ans. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il faut passer de cet état de fait qu'on a eu pendant 10 ans, où l'argent était très abondant et peu cher. Et donc, on a eu des sociétés de piètre qualité qui ont pu s'endetter. Sur des taux qui, à l'époque, effectivement, avaient des marges très élevées, mais par rapport à un taux de base qui est de référence qui était très faible. Donc, au final, elles réussissaient à s'en sortir quand même en termes donc, de flux d'intérêt qu'elles avaient à payer par rapport à leur cash flow. Par contre, là, les refinancements vont être très compliqués. Et c'est vrai que, vu ce qui s'est passé, autant nous, on ne croit pas à un crédit crunch globalisé, aussi fort qu'en 2008 ou 2009. Pas de falaise, pas de sudden stop. Par contre, c'est clair que les banques vont faire du cherry picking, entre guillemets, c'est-à-dire que les sociétés très endettées, avec un profil de cash flow plutôt faible, et en particulier cyclique, dans cette vision, cette perspective de ralentissement économique,
bon, ça va être compliqué. Et on voit qu'on a des sociétés, on a pu observer des sociétés qui avaient des crédits bancaires donc à refinancer, qui n'ont pas pu, enfin les banques n'ont pas souhaité le faire, ou alors à 11 ou 12%, elles sont allées sur le marché obligataire, où elles ont aussi payé le prix fort. Un prix fort, mais il n'y a eu que le marché obligataire qui a réussi à les financer, parce que les banques aujourd'hui sont vraiment dans une notion de sélection, en particulier aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en Europe, on est protégé par la réglementation. La réglementation depuis 10 ans n'a fait que se renforcer. Aujourd'hui, on a des réglementations, en particulier si on va même chercher les pays nordiques, on parle beaucoup de la Suède, oh là là, l'immobilier en Suède, etc. Mais les réglementations bancaires sont telles et prudentielles que, honnêtement, il faudrait qu'on baisse de plus de 25% sur le marché pour que les banques commencent à reprovisionner. Sur l'immobilier ? Voilà. Par contre, aux US, c'est pas pareil. Parce qu'aux US, beaucoup sont en comptabilité historique. Et donc, là, il y a des choses qui peuvent, notamment sur les banques régionales, il y a plusieurs milliers de banques régionales aux États-Unis, il faut quand même le voir. Même si on est en baisse, je regardais, il y a 10 ans, il y en avait 4 ou 5 fois plus. La crise des saving and loans nous a fait passer de 15 000 à 5 000 banques régionales. On est autour de 4 000 ou 5 000 encore aujourd'hui. Non, mais ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y en aura quelques milliers de moins peut-être, ou centaines de moins demain. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que ça peut se faire de manière sereine. D'accord. C'est ça. C'est un processus. C'est ça. Il n'y a pas un gros Lehman, un Bear Stearns qui au même moment vont éclater et qui vont nécessiter, qui ont généré une panique avec des subprimes qui sont un peu partout et on ne sait pas où exactement quoi. Donc personne ne sait. On n'est plus du tout là-dedans. Vraiment, je pense qu'on peut gérer comme SVB a été géré. Voilà. Bon, sur le plan de l'investissement, gardez la parole, Bertrand, effectivement. Donc, dans l'univers value, qu'est-ce qui vous semble être les bonnes opportunités à saisir aujourd'hui ? Quand on regarde, sur le plan international, le Japon, j'ai jamais autant parlé du Japon que depuis plusieurs années. Le Japon, effectivement, n'est pas cher. Alors après, je pense qu'il faut regarder dans les marchés, à l'intérieur de la structure des marchés. C'est-à-dire, quand on prend le marché européen, on peut dire aussi qu'il n'est pas cher. Entre 12 et 13 fois, on dit c'est pas cher. Ça. Bon. Quand on exclut 3 secteurs dont j'ai parlé, j'en ai parlé de 2, donc l'énergie, l'automobile et les banques, effectivement, les banques, les financières au sens large, avec les assureurs, on est à 15 fois. Voilà. Et parce que ces secteurs-là sont autour de 6 fois. Et donc c'est vrai qu'on se dit, peut-être qu'il faut aller faire du stock picking là. Parce que le message qu'on a, c'est que sur les dernières années, il suffisait d'acheter des ETF et on arrivait, en faisant des arbitrages aussi de zones géographiques, de secteurs, à gagner de l'argent. Et souvent, c'est un fait, hélas, ça fait mieux que la gestion active, mais on rentre dans une période qui est beaucoup plus, de notre point de vue, propice au stock picking, parce qu'à l'intérieur même des zones géographiques, à l'intérieur même des secteurs, et on en parlait tout à l'heure par rapport aux notions d'endettement, il est clair que même à l'intérieur des secteurs que j'ai cités, il va falloir aller chercher ceux qui sont les plus solides. Si on arrive à faire ce stock picking-là, on pense qu'on aura, ce qu'on n'a pas eu sur les 3-4 dernières années, mais qu'on aura un reward, donc un retour sur investissement significatif. Et qu'on devrait arriver à battre significativement les indices. Petite parenthèse sur le Japon, vous l'avez sans doute vu, mais il y a 30, peut-être même 50% du TOPIX qui se traite sous la book value. C'est 3% aux États-Unis, non, mais pour montrer l'écart. Et il y a quand même une prise de conscience. Alors, il y a beaucoup d'activistes qui reviennent sur le Japon aujourd'hui, Elliott, Warren Buffett, etc. Mais il y a aussi les autorités japonaises. Et le Tokyo Stock Exchange est en campagne, alors à la fois vis-à-vis de ces entreprises domestiques, en leur disant moi je vais montrer du doigt les entreprises qui se payent sous la book value et qui ne font pas l'effort de réorienter leur allocation de cash, etc., ou gérer leurs problèmes de gouvernance. Et puis le Tokyo Stock Exchange est en campagne mondiale pour aller voir les investisseurs en disant regardez, on se bouge, on ne va pas laisser les choses dans cet état-là parce que nos boîtes, on ne veut pas qu'elles se délistent du Japon, on veut qu'elles restent listées et on veut que ce marché valorise enfin correctement ces entreprises. Elles ont du boulot à faire, mais que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. C'est vrai qu'au sein de la zone asiatique, on a eu un rebond assez violent des actions chinoises. La Chine a quand même des problèmes structurels, le marché immobilier en étant quand même, parce que on a eu une bulle immobilière quand même assez massive. Il y a eu énormément donc de constructions et qui sont des constructions purement spéculatives, avec des investisseurs qui se les refilent jusqu'à ce qu'ils ne se les refilent plus. Et à côté de ça, on a un marché qui est beaucoup plus sain au Japon, marché immobilier notamment, des banques qui sont beaucoup plus saines. Ils ont eu leur propre crise, c'est pas de leçon à donner, mais aujourd'hui, on est effectivement dans certainement une économie qui est plus saine que instantanément à l'heure où on parle la Chine. Et donc, quand on regarde les écarts de valorisation, effectivement, je ne serais pas étonné qu'il y ait des réallocations d'actifs de la Chine vers le Japon.
Zacharia, où est-ce qu'on est confortable aujourd'hui dans l'univers obligataire, crédit, en matière d'investissement? Alors déjà, on est très confortable à avoir du cash parce qu'aujourd'hui, on est bien payé pour attendre. Donc on est payé 3, bientôt 3,5, probablement. Après, en fait, ça dépend de l'horizon d'investissement. Si on raisonne en fait sur un horizon moyen, je dirais. Bon, en fait, là, on se situe sur le cycle. On est quand même sur... effectivement, on a fait la normalisation monétaire, mais on est sur la partie restrictive des taux d'intérêt. Donc oui, peut-être que les taux d'intérêt peuvent encore monter, mais d'un point de vue global d'un cycle, c'est un bon point d'entrée sur tout un cycle. Après, sur la partie crédit, plus spécifiquement, on voit qu'en fait, il y a cette attente. Le marché de crédit est toujours historiquement très pessimiste. Et donc, il y a cette attente d'une augmentation de taux de défaut. Sauf que quand on regarde les taux de défaut implicites dans le marché aujourd'hui, ils sont complètement déconnectés des taux de défaut que l'on peut attendre, même en cas d'une récession. Et donc, oui, il y a de la valeur là-dessus. Donc, si on a du budget de risque à déployer, c'est-à-dire que peut y avoir des turbulences en chemin. Ouais. En fait, il y a des dossiers qui sont assez intéressants à aller chercher dans ce contexte-là. On voit aussi d'ailleurs beaucoup le retour des fonds à échéance. C'est une thématique qui marche bien et sur laquelle voilà, ça crée c'est une dynamique vertueuse parce que du coup, il y a des investisseurs qui mettent du cash. Du coup, ça veut dire que ça refinance de la dette, donc ça baisse les pressions de refinancement sur les entreprises. Ouais. Donc, il y a une dynamique qui est plutôt positive qui s'est installée sur ce marché-là, qu'on n'a pas eu, par exemple, une bonne partie de l'année 2022. Et en mon sens, elle s'explique fortement par ce discours qu'on a des banquiers centraux, des deux côtés, enfin, plusieurs banquiers centraux qui disent que le plus gros de resserrement monétaire est derrière nous. Du coup, au final, on rentre dans une nouvelle ère, petit à petit. C'est pour ça que je dis que le cash, aujourd'hui, c'est aussi une bonne allocation. Il faut savoir parfois ne pas tout investir, et plutôt, en fait, profiter de ces points d'entrée pour entrer à fur et à mesure. Mais on est dans la bonne voie pour regagner de la visibilité suffisante sur ces investissements, crédits et obligataires. Tout à fait. Très clair. Tout à fait. Avec encore un peu de volatilité à gérer, de ce que j'ai vu au mois de mars, je crois. Probablement. Probablement. Mais voilà, on n'est pas normalisé encore de ce point de vue-là. On est encore très tributaire du chemin de l'inflation, notamment. Pour conclure, 20 secondes, Jean-Jacques. J'ai compris qu'il y avait encore un peu peut-être devant là. La croissance et dans les dossiers value, je rejoins sur l'aspect pétrolier. Un petit point sur l'aspect finance qui est assez étonnant, c'est que comme avant, quand les taux venaient de 8 à 3, les gens n'en profitaient pas pour se dire je vais placer, etc. Ils laissaient l'argent dormir. Aujourd'hui, pour les banques, on a constaté, c'est qu'on a tellement été habitué à des taux négatifs que finalement, tout de suite, veut une rémunération de ses comptes à terme ou sortir son cash pour des scams monétaires. Et c'est pour ça que ça fragilise un peu les banques. Et dans le secteur value, c'est pour ça qu'on privilégie aussi le pétrole, on l'aura compris. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-Jacques Friedman, Vega IM, Bertrand Puif, Fidelity et Zacharia Darwish, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons, comme régulièrement, une fois par mois au moins, avec Ronnie Michali de gestion thématique, président de la financière Galilée, à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être avec nous. On décrypte, je le disais, effectivement, quasiment une fois par mois, une thématique spécifique que vous analysez avec votre codex des thématiques, l'outil propriétaire que vous avez développé à la financière Galilée. Et donc, j'ai repris votre mot, Ronnie, pour l'afficher sous forme de titre pour ce quart d'heure thématique. Nous parlons du bien-être animal, qui est une niche thématique, pas forcément un grand thème global qu'on a tous en tête, mais c'est une niche thématique qui semble aujourd'hui porteuse. Absolument Grégoire, vous allez voir, c'est une thématique qui a du chien, comme on dit. Donc, avec le codex des thématiques, on vérifie bien sûr d'abord les fondamentaux de la thématique, et c'est là qu'on va regarder si la thématique est structurelle, internationale et transversale. C'est les 3 critères indispensables pour qu'une thématique soit vraiment une thématique d'investissement. Donc, sur le facteur structurel, on peut dire que la thématique est portée par 3 méga-tendances. Premièrement, le vieillissement de la population.
Forcément, l'espérance de vie progressant, les animaux de compagnie sont une source de compagnie qui est indéniable pour les personnes âgées, et forcément, ça favorise ce marché-là. On a la maternité-paternité des générations Y et Z qui est de plus en plus tardive aussi. Et c'est les générations qui possèdent le plus d'animaux de compagnie, les millennials. Voilà, donc ça c'est aussi un facteur porteur. Et puis l'émergence des classes moyennes, le niveau de vie augmentant partout, effectivement en Asie, même en Afrique. On a une disposition à payer et l'acquisition d'animaux de compagnie qui est fortement favorisée par l'émergence des classes moyennes. Donc ça, c'est pour le facteur structurel. Ouais. Ensuite, évidemment, il y a le facteur international. Alors, partout dans le monde, effectivement, cette thématique touche les pays. J'ai quelques exemples. C'est un marché déjà qui, dans le monde, représente 280 milliards de dollars actuellement, avec une croissance de à peu près 6 à 7% les meilleures années, et qui devrait représenter donc 500 milliards en 2030. Ouais. Donc c'est quand même assez important. Ça reste une niche, oui, mais c'est quand même important. Mais qui prend de l'ampleur. Exactement. En France, il y a un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie, pour un budget à peu près de 1000 euros par an de dépenses. En Chine, on a une croissance de 18%. Je disais que dans le monde, c'était 6-7%. En Chine, c'est 18%. Donc, c'est vraiment assez important. Et surtout, c'est une thématique qui a une élasticité prix qui est faible. Et en période d'inflation, c'est plutôt une bonne chose. 73%, selon une étude qui a été faite aux États-Unis, 73% des propriétaires d'animaux domestiques nous disent que la situation actuelle d'inflation n'a aucun effet sur leurs dépenses pour leurs animaux domestiques. On ne peut pas sacrifier le bien-être ou l'alimentation ou le soin de son ou de ses animaux de compagnie. Exactement, voilà, tout à fait. Et alors, transversal, c'est une thématique qui est vraiment multisectorielle. On retrouve évidemment des biens et services dans le domaine de la propreté, pour la nourriture, même dans le domaine de la mode, les soins vétérinaires bien sûr, et aussi l'assurance. Il y a de plus en plus d'animaux qui possèdent une mutuelle pour être assurés, parce que les soins coûtent très cher. Et donc il y avait aussi le National Pet Day. Oui, cette semaine. Cette semaine, mardi. Et je me suis amusé un petit peu à regarder les nouveaux produits qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est une thématique qui regorge d'innovation. C'est incroyable. Alors, j'avais été frappé, parce que c'est aux États-Unis, National Pet Day, où effectivement, j'avais été frappé il y a quelques années, une étude qui montrait que le jour de la Saint-Valentin, il y avait effectivement tout un business de cadeaux offerts à son animal de compagnie, avec des budgets, mais qui étaient déliant d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. On ne sacrifie rien pour son animal de compagnie. Absolument. Alors, il y a des études qui ont été faites, principalement en Italie, en France et en Allemagne, qui demandent: est-ce que vous fêtez chaque année l'anniversaire de votre animal de compagnie ? Et on arrive quand même à 50 à 60% de réponses positives. Donc, c'est assez colossal. Point fort. Point faible, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, dans une logique d'investissement, notamment, Ronnie ? Alors, les points forts, il y a donc l'humanisation des animaux de compagnie, on le disait juste avant, avec donc cette question-là qui a été posée, mais aussi, je dirais, toute la digitalisation de ce business, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Sûr. C'est un business. Lorsque j'ai regardé un petit peu, suite au National Pet Day, ce qu'il y avait de nouveau sur ce marché, on trouve des distributeurs de croquettes connectés qu'on appelle les smart feeders, qui sont capables automatiquement ou alors à distance d'être programmés pour dispenser jusqu'à 6 repas par jour quand même. Vous pouvez même enregistrer une petite voix qui dit à votre chien qu'il faut passer à table. C'est l'heure de manger. Très technologique. Alors ça, c'est à peu près 50 ou 60 euros. Vous avez des lanceurs de balles connectés aussi. Alors ça, il y a tous les budgets. C'est entre 36 et 280 euros, j'ai trouvé. Et vous avez des colliers connectés, un peu comme on a des montres connectées chez nous, les humains, pour mesurer l'activité physique de votre animal, calmer ses aboiements par des émissions d'ultrasons. Enfin, c'est très poussé. Ça, c'est à peu près 50 euros. Donc,
Bon, c'est vrai que l'humanisation, dans un premier temps, la digitalisation de ce business, et puis la faible élasticité de la demande. Vous disiez. Voilà. Il y a une autre étude qui demande si votre situation financière venait à se dégrader, sur quel budget économiseriez-vous en premier ? Premier, c'est les restaurants, les cinémas, 75% des répondants. Deuxième, c'est les voyages-vacances. Le troisième, c'est l'habillement. Et derrière, largement, il y a les dépenses pour les animaux que 7% des répondants. C'est ce qu'on sacrifiera en tout dernier, si jamais on est obligé d'aller jusque-là. Tout à fait. Ouais. Faiblesse du thème, éventuellement, Ronnie. Alors, les faiblesses du thème. Les faiblesses du thème, on a la note ESG chez nous. Contre-intuitivement, parce qu'on pourrait croire que c'est quand même une thématique qui est assez vertueuse. Alors chez nous, elle est inférieure à l'univers, avec une forte disparité d'ailleurs des notes au sein de la thématique, des différentes boîtes qui ont des notes assez disparates. 7,6% en moyenne pour la thématique versus 7,9% pour le MSCI World. Donc on est en dessous de la moyenne. Il y a également la pression réglementaire. Il y a des normes de plus en plus importantes pour tout ce qui est réglementation au niveau des animaux domestiques et des biens et services qui leur sont pourvus. Il faut bien savoir qu'il y a jusqu'à quelques années, en droit français, les animaux domestiques étaient des biens meubles. Maintenant, les animaux domestiques sont des êtres vivants dotés d'une sensibilité. Et donc, ça change beaucoup de choses. À ce titre-là, ça point de vue légal, juridique, réglementaire. Tout à fait, exactement. Bon, donc effectivement, en tout cas, c'est vrai que c'est une thématique, je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle, effectivement, mais ça montre bien aussi le renouvellement, la régénération qu'on peut avoir aussi dans cette gestion thématique. Oui. Combien ça vaut le bien-être animal en bourse, Ronnie ? Alors, c'est vrai que au niveau du PER, on est aux alentours de 22. Donc on n'est pas... C'est pas donné, voilà. C'est pas donné en tout cas. C'est plutôt une thématique croissance, ça il faut le dire. Dominante croissance, ça c'est clair. On a des performances qui sont bonnes dans la durée, 5% depuis le début de l'année, donc on est au milieu un peu du tableau des thématiques. L'année dernière quand même moins 28, thématique croissance. On a souffert l'année dernière, mais en 2021 plus 15, en 2020 plus 45 et en 2019 plus 22. Quand même des thématiques assez solides dans la durée. Et au niveau géographique, on respecte à peu près le MSCI World, on va dire, puisqu'il y a 70% d'US dans la thématique, dans des boîtes américaines. 10% de Royaume-Uni, 5% de Suisse. Donc c'est vrai que, en tout cas sur l'américanisation de la thématique, du phénomène, bien sûr. On respecte un petit peu le benchmark MSCI World. Et voilà. Et puis la société phare chez nous dans l'indicateur thématique Galilée, c'est Zoetis, c'est une entreprise pharmaceutique vétérinaire américaine, donc un pure player. Attention d'ailleurs quand vous sélectionnez vos supports. Il y a beaucoup de fonds qui possèdent des laboratoires classiques, Merck, Virbac, etc. Donc attention à la pureté de la thématique quand on veut jouer. Ils peuvent avoir des divisions santé animale, mais qui sont peut-être une proportion infime dans l'activité totale du groupe. D'ailleurs, Zoetis était un spin-off, je crois, d'un ancien grand groupe pharmaceutique. C'est aussi des activités qui ont été valorisées à l'extérieur par ces groupes qui ont vu la tendance arriver sur la santé animale. Qui propose des fonds ou des ETF dédiés à la santé animale, Ronnie ? Alors, il y a un petit gisement, un très grand gisement. Il y a Allianz Pet and Animal Wellbeing de Allianz Global Investors, géré par la société de gestion d'Allianz, qui est le fonds phare sur la thématique, plus de 550 millions d'encours gérés. C'est un fonds qui joue des pure players. Il n'hésite pas à aller sur les small et mid cap pour vraiment avoir la pureté de la thématique. Et il a vraiment des bonnes performances dans la durée. Je vous invite à regarder. Sinon, en ETF, il y a ProShares Pet Care, qui est plus sur des large caps, comme classiquement les ETF. Il est aux États-Unis, celui-là, donc plus peut-être pour les comptes titres, éventuellement. Et il y en a un nouveau, Rise Pet Care. Il est encore petit, il vient d'être créé. Par contre, il a l'avantage d'être UCITS, celui-ci. Donc effectivement, vous pouvez y aller dans pas mal de supports si vous vous intéressez à cette thématique du bien-être animal.
Effectivement, mais très bien vu. Et on parlait bien-être animal des animaux domestiques. Voilà, c'est pas il y a aussi tout le thème des animaux d'élevage aussi, et c'est un grand thème de santé également pour certains de ces labos. Mais rien que la partie domestique, en l'occurrence, est une vraie thématique de marché aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de venir nous voir régulièrement pour décrypter ces grandes thématiques de marché. Ronnie Michali, président et directeur général de la financière Galilée, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.